Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver encore une fois dans Géopolis. Voici les titres de votre journal. À la une de l'actualité, dialogue national en RDC, Félix Tshisekedi promet un processus différent de précédents. Majorité-opposition affiche les attentes divergentes autour de dialogue inclusif dans le pays annoncé par le chef de l'État. Le détail dans ce journal. Au sommaire également, saison de pluie qui s'approche. Ndanu se prépare à affronter les inondations. Nous sommes dans la capitale congolaise. Entre inquiétude des habitants et travaux de la digue plongée au cœur d'un quartier qui redoute une nouvelle montée de eau dans la ville de Kinshasa. À l'étranger, nous sommes au Niger où le pétrole, mais toujours des pénuries de carburant dans ce pays. Malgré sa production et ses exportations de brut, le pays peine encore à garantir un approvisionnement régulier de carburant. Nous suivrons également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Kinshasa et Libreville qui renforcent leur coopération économique avec un accent particulier sur les investissements et la transformation locale de ressources naturelles. En visite à Libreville, la capitale gabonaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a dédié son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui-Nguema, mise également sur de nouveaux partenariats industriels pour dynamiser les échanges entre les deux pays. Regardez. Renforcer les liens économiques entre la RDC et les Gabon, c'est l'un des principaux objectifs de la visite de travail et d'amitié de Félix Antoine Tshisekedi à Libreville. Au-delà du dialogue politique, Kinshasa et Libreville entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique en encourageant les investissements, en rapprochant les secteurs privés et en diversifiant les échanges entre les deux pays. Plusieurs accords ont été signés, notamment dans le domaine de consultation politique et diplomatique, de l'exemption réciproque des visas et de la coopération générale. Mais au cœur de cette coopération figure également un enjeu économique majeur, la transformation locale des ressources naturelles. Pour Kinshasa comme pour Libreville, cette stratégie doit contribuer au développement de l'industrie, à la création d'emplois et à une meilleure conservation de la valeur ajoutée sur les continents. Dans cette perspective, le modèle gabonais de la zone économique spéciale, les Hancock, doit servir de référence. Les deux dirigeants doivent notamment y découvrir les mécanismes mis en place pour favoriser la transformation locale du bois et développer une industrie davantage intégrée. Pour la RDC, cette expérience pourrait ouvrir la voie à des nouveaux partenariats industriels et accompagner la volonté de Kinshasa de réduire progressivement sa dépendance à l'exportation de matières premières brutes. À travers cette coopération, les deux pays affichent ainsi une ambition commune, construire des économies davantage tournées vers la transformation locale, la création de valeur et le renforcement des échanges intra-africains. Retournons de la capitale congolaise où le projet de dialogue national inclusif annoncé par le président Félix Tshisekedi suscite déjà de réactions contrariées au sein de la classe politique et sociale du pays. La majorité y voit une occasion de renforcer l'unité nationale tandis que l'opposition réclame un dialogue véritablement inclusif. Et le président de la République Félix Tshisekedi s'est exprimé sur cette question lors d'un échange avec la diaspora congolaise à Libreville, affirmant que le dialogue sera différent de précédents organisés dans le pays. Didier Lunga pour le commentaire. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la tenue prochaine d'un nouveau dialogue à RDC, présenté comme différent des précédentes initiatives de dialogue organisées dans les pays. Une annonce qui suscite déjà des réactions au sein de la classe politique congolaise. À l'UDPS, Rokin Kongolo, secrétaire général adjoint chargé de l'administration de la force défensive du parti, salue cette initiative. Selon lui, ce nouveau dialogue devrait se distinguer des précédents et permettre l'émergence de nouvelles dynamiques au sein de la classe politique et de la société congolaise. Nous disons que ce dialogue devrait être le dernier, même s'il sera le dernier, mais il doit former
un bloc de nationalistes voués, n'est-ce pas, à la cause nationale, et les nationalistes qui sont prêts à donner leur vie, à donner leur énergie pour combattre l'ennemi, et non les gens qui sont en connivence avec l'ennemi d'un côté, et de l'autre côté, ils viennent revendiquer les postes de responsabilité pour infiltrer nos services. N'oubliez pas que les gens qui combattent aux côtés du M23FC, qui doivent revendiquer les messages et les brassages, c'est que nous ne voulons pas, parce que nos services de renseignement, notre armée prennent aujourd'hui l'élan du développement, l'élan du nationalisme, l'élan du civisme, et non les gens qui peuvent faire défection à tout moment ou qui peuvent trahir notre pays. Mais dans l'opposition, les attentes sont différentes. Pedro Vezani, membre du parti RCC, estime que l'enjeu serait surtout de garantir un dialogue véritablement inclusif, réunissant les différentes composantes de la classe politique et de la société congolaise. Nous pouvons dire ceci, que le dialogue politique ne peut pas ressembler à l'union sacrée qui est une structure privée à lui. Nous voulons un dialogue national, inclusif, qui va prendre en compte tous les problèmes qui rongent notre société. Et nous voulons qu'il y ait la participation de tous les acteurs sociaux, politiques dans notre pays qui vont prendre part. Alors, il n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi de poser les conditions ou les modalités de participation à ces dialogues. Nous voulons que les dialogues soient un vrai panel de discussion où tous les Congolais vont être autour d'une table et qu'il y aura la libération sans condition de tous les prisonniers d'opinion politique, à l'instar de M. Barnabé Miningagno, président national du RCC. À Libreville, Félix Antoine Tshisekedi a également évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que les différents processus de paix engagés dans la région. Des questions qui, au-delà des enjeux politiques, pourraient également s'imposer comme des dossiers majeurs des prochaines discussions nationales. Vous avez compris avec nous, avec Didier Lunga, justement, qui nous parlait plutôt de la situation à Libreville, mais avec des accointances sur la RDC. Allons maintenant un peu plus loin, cette fois-ci en Afrique du Sud, où la RDC appelle la SADC à traduire sa solidarité en action concrète face à la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. Représentant personnel du président de la République, Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwanza, qui a plaidé pour le respect des engagements régionaux, le renforcement de mécanismes de vérification et aussi des résultats tangibles sur le terrain. Héritier Lelo. La République démocratique du Congo appelle la SADC à passer de la solidarité aux actions concrètes face à l'insécurité persistante dans l'est du pays. Kinshasa veut notamment voir les engagements régionaux se traduire par des résultats mesurables sur le terrain, la cessation effective des hostilités, la sécurisation des zones affectées et le retour progressif de déplacés dans leur foyer. C'est le message porté à Durban par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwanza, représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi devant les instances de la SADC consacrées à la sécurité régionale. Au cœur de son intervention, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'activisme de l'AFC M23 que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda, mais aussi par les attaques de ZADF, MTM, SCAP contre les populations civiles. La RDC reconnaît et salue la solidarité déjà exprimée par la SADC, notamment à travers son engagement militaire et politique. Mais pour Kinshasa, l'heure n'est plus seulement aux déclarations. L'enjeu est désormais de faire respecter les engagements pris, de renforcer les mécanismes de vérification, de lutter efficacement contre les groupes armés et de permettre le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones affectées. Pour Kinshasa, les décisions prises au niveau régional ne pourront véritablement contribuer à une paix durable que si elles produisent des avancées concrètes pour les populations de l'Est.
Retour en Afrique du Sud pour parler cette fois-ci qu'après avoir assuré plutôt la présidence par intérim de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, Cyril Ramaphosa, président sud-africain qui a officiellement pris ce lundi 17 août 2026 la présidence de cette organisation régionale après avoir reçu les symboles du pouvoir de main de son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Il s'agit de l'un des moments fort de la 46e réunion du sommet placée sous le thème « Une industrialisation résiliente, durable et inclusive par le développement des infrastructures, la transformation agricole et la valorisation des minéraux critiques pour un monde plus équitable ». Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. De retour au pays, la RDC qui compte désormais plus de 1200 unités industrielles recensées à travers le pays, témoignant ainsi témoignage d'une progression notable du tissu industriel congolais depuis 2017. Une évolution qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la RDC d'accélérer la transformation industrielle du pays malgré une activité encore fortement concentrée dans quelques pôles économiques. C'est ce que tente de démontrer Daniela Kalala dans cet élément. De 525 unités industrielles recensées comme étant en activité en 2017 à 1226 unités identifiées en 2025, les tissus industriels congolais connaissent une progression importante. Ces chiffres sont issus du rapport préliminaire du recensement présenté au dernier Conseil de ministres. Cette évolution traduit la volonté de la RDC d'accélérer sa transformation industrielle. Mais derrière cette progression se dessine une autre réalité. L'industrie congolaise demeure fortement concentrée dans quelques pôles économiques. Kinshasa arrive en tête avec 264 unités industrielles, suivi du Haut-Katanga avec 188 et du Lualaba avec 101. À elles seules, ces trois provinces regroupent 553 unités, soit près des 45% du total national. Cette concentration confirme le poids de la capitale et de provinces minières dans l'activité industrielle. Elle met toutefois en lumière les disparités qui persistent entre les différentes régions du pays. Le recensement permet également d'identifier les entreprises confrontées à des difficultés, notamment celles ayant temporairement suspendu leurs activités ou ayant définitivement cessé leur production. Pour le gouvernement, ces données constituent désormais un véritable outil d'aide à la décision. Elles doivent permettre de mieux orienter les politiques publiques, d'identifier les besoins du secteur et de mettre en place des mesures adaptées pour renforcer les tissus industriels nationaux. Autre levier mis en avant, le recouvrement des créances dues au fonds de promotion de l'industrie. Les ressources ainsi récupérées pourraient servir à financer de nouveaux projets et à accompagner davantage les entreprises industrielles. L'enjeu est désormais de transformer cette progression du nombre d'unités industrielles en une véritable dynamique productive, une industrie capable de créer davantage d'emplois, de générer de la valeur et surtout de contribuer à la diversification durable de l'économie congolaise. Restons dans ce chapitre économique, on terminera plutôt cet élément avec Dieudonné Boinali qui va nous dire qu'est-ce qui expliquerait ces déséquilibres sur l'étendue du territoire national en suivant ces éléments fournis par Daniela Kalala. Merci José Junior Wawa pour la question. La République démocratique du Congo, avant la zaïrianisation des tristes mémoires et le pillage des années 90, comptait plus de 30 000 unités industrielles. Et ces chiffres ont baissé à la suite aussi des mauvaises politiques publiques, les mauvais climats des affaires et les guerres récurrentes que le pays a connues. En 2017, selon les statistiques officielles, le pays comptait 525 unités industrielles. 8 ans après, nous sommes en 2025. Aujourd'hui, le pays compte 1226 unités industrielles. Mais malheureusement, ces unités industrielles, José Junior, sont focalisées seulement dans 3 provinces sur les 26 que compte le pays. Et nous l'avons vu dans les reportages, il s'agit de Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba. Les 3 provinces représentent à elles seules 54% de ces 1226 unités industrielles. Les raisons se justifient
par l'effet suivant. Ces 3 pôles représentent les principaux bassins de consommation, d'infrastructures et de rentabilité financière du pays. Les investisseurs directs étrangers, les investisseurs nationaux, qu'ils soient publics ou privés, sont à la recherche des atouts, des débouchés, de certaines facilités qu'offre l'environnement des affaires. C'est-à-dire il faut une logistique qui est déjà présente, il faut des routes pour évacuer la production, il faut aussi de l'énergie électrique, moteur de l'économie, il faut aussi une main-d'œuvre qualifiée, ça toutes les provinces en ont, mais il faut aussi un grand marché de consommation, ce que certaines provinces n'ont pas. Voilà les raisons qui justifient, parmi tant d'autres, la présence de la majorité de ces unités industrielles dans les 3 provinces. Oui, des données dans l'entretemps, vous êtes spécialiste de questions économiques. Et quand on voit ces déséquilibres, on a envie de poser la question, où en est-on avec les créances, par exemple, de 350 millions de dollars du Fonds de promotion de l'industrie destiné à financer l'implantation de nouvelles unités à travers le pays? Avant de vous répondre, j'aimerais citer par dire que ces 3 provinces ont formé des blocs. Vous avez le bloc Kinshasa, qui bénéficie aussi du fait que Kinshasa est la capitale politique, où se prennent toutes les décisions. Vous avez l'espace Katanga avec l'industrie minière et les potentialités minières que dispose cet espace, ce qui justifie la ruée vers ces parties. On l'a compris rapidement. Pendant 7 ans, il y a 350 millions de dollars du FPI qui destiné à financer justement l'implantation de ces nouvelles unités. Qu'est-ce qu'on peut là vous posez le problème de déséquilibre pour essayer de corriger les déséquilibres en termes de développement du tissu industriel dans les différentes provinces. Le gouvernement a pris la résolution, une fois les 350 millions de dollars de créances du FPI recouvrés, cet argent va servir à financer des projets industriels structurants dans toutes les provinces. La province qui a une vocation agricole sera financée dans ce secteur-là. Celle qui a des vocations énergétiques, il en sera de même. Vocation minière des mêmes et ainsi de suite. Merci beaucoup des données. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions économiques, directeur de publication de Géopolis Magazine. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous on poursuit le journal avec le ministère du développement rural qui mise sur une approche intersectorielle pour améliorer les conditions de vie en milieu rural et périurbain dans le pays, au nom du ministre d'État, le secrétaire général Mongopassi Sanja Pelé, qui a pris la parole lors de l'atelier de consultation de parties prenantes consacrées à la préparation de documents de soumission de la RDC. Cette rencontre met en avant la nécessité d'une collaboration entre les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'environnement, de la santé et de l'éducation pour relever les défis du développement rural. C'est un élément à suivre dans nos prochaines éditions. On se retrouve toujours dans les lignes de l'actualité. On poursuit cette édition avec l'évolution de la situation à l'approche de la saison de pluie. Je le disais au sommaire, le quartier d'Anou qui est une nouvelle fois sous le viseur. Nous sommes dans la capitale congolaise à confronter chaque année aux inondations. Les habitants redoutent cette fois-ci de revivre les mêmes difficultés. Et pour savoir comment ils se préparent à cette nouvelle saison et faire le point sur l'évolution des travaux de la digue qui est en construction dans cette partie de la capitale, Myriam ici au Likio s'est rendu sur le terrain et nous propose ce reportage. Sur place, les riverains déplorent l'absence de travaux annoncés pour lutter contre les inondations. Ils affirment que, jusqu'à présent, aucune intervention majeure n'est visible sur les sites. Pour certains habitants, la situation devient difficile à supporter. Fatigués de multiplier des plaintes sans voir le changement concret, ils craignent de revivre le même scénario dès les premières pluies.
Face à cette situation qui se répète chaque année, les habitants en appellent à une intervention durable des autorités. Leur principale inquiétude, voir le quartier replongé dans les inondations avec leur lot de dégâts et des conséquences sur la vie quotidienne. Et dans un contexte sanitaire particulièrement fragile, le Nord Kivu se prépare à une campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubiole prévue du 21 au 25 août prochain. Une opération qui vise à renforcer la protection des populations alors que la région fait face à plusieurs autres urgences sanitaires. Chris Mutombo pour le détail. Du 21 au 25 août, les équipes de vaccination seront mobilisées dans plusieurs zones du Nord Kivu pour renforcer la protection des enfants contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Cette campagne intervient alors que la RDC poursuit sa riposte contre l'épidémie d'Ebola, particulièrement préoccupante dans l'est du pays. Mais au-delà d'Ebola, d'autres maladies continuent de peser sur la situation sanitaire. Au nord comme au sud Kivu, le choléra, la rougeole et les paludismes reste préoccupant dans une région fragilisée par les conflits, le déplacement de population et les difficultés d'accès aux soins. Pour Médecins sans frontières, l'enjeu est de maintenir une réponse sanitaire sur plusieurs fronts. La lutte contre Ebola ne doit pas se faire au détriment des soins essentiels, de la vaccination et de la prise en charge des autres pathologies. La campagne annoncée au Nord Kivu constitue ainsi un important dispositif de prévention. Elle doit permettre d'accroître la couverture vaccinale des enfants et de réduire les risques de nouvelles flambées épidémiques. Dans l'est de la RDC, le défi reste donc de taille. Contenir Ebola tout en maintenant les interventions contre les autres maladies. Une mobilisation indispensable pour éviter que la multiplication des urgences sanitaires ne fragilise davantage les populations. La Linafoot qui a officialisé la composition de la Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Le DSMP, l'OC Renaissance et du Congo et 45 autres équipes évolueront désormais dans cette division selon les documents publiés par l'instance du football congolais. Blaise Kouzola. La Linafoot a officialisé la liste des équipes qui évolueront en Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Au total, 47 formations sont concernées par cette nouvelle configuration du deuxième échelon du football congolais. Parmi elles, 2 noms retiennent particulièrement l'attention. Le Daring Club Motema Pembe et l'OC Renaissance du Congo. Habitués à évoluer au plus haut niveau national, les 2 clubs historiques de Kinshasa devront désormais se battre pour retrouver rapidement leur place en Ligue 1. Cette relégation constitue un nouveau tournant pour ces 2 formations qui devront tirer les leçons de la saison écoulée et se réorganiser pour aborder cette nouvelle campagne avec ambition. Pour les autres équipes engagées en Ligue 2, l'objectif sera également clair, décrocher une promotion vers l'élite. La compétition s'annonce donc très disputée avec plusieurs clubs qui chercheront à profiter de cette saison pour se relancer. La Linafoot a par ailleurs publié le document officiel fixant la composition de cette division pour la saison 2026-2027. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour ces 47 équipes avec un même défi, se battre pour accéder ou revenir parmi l'élite du football congolais. Et tout de suite, la page internationale qui va nous amener notamment en Côte d'Ivoire où nous allons parler de l'économie. Et la Côte d'Ivoire, justement, qui est premier producteur mondial de noix de cajou, veut renforcer la traçabilité de cette filière stratégique dans le pays. Elle représente la 3e source de revenus d'exportation du secteur agricole après le cacao, le caoutchouc naturel. Myriam Elikio pour le commentaire. En Côte d'Ivoire, les conseils coton Anarcade Carité veulent renforcer la connaissance de la filière Anarcade. Le 11 août à Korogo, l'organe de régulation a officiellement lancé les projets d'identification des exploitants et des exploitations d'Anarcade. L'initiative vise à établir une base de données fiable sur le producteur et leurs exploitations. Elle doit permettre de mieux répartir les entrants, optimiser les ressources, sécuriser les transactions et renforcer la traçabilité. Pour cette
première phase dans la région du Poro, les CCAK mobilisent les autorités préfectoriales et les chefs traditionnels afin de faciliter les déploiements de l'opération sur le terrain. L'objectif est de disposer des chiffres précis pour mieux orienter les actions, des soutiens et des développements. Et je le disais au sommaire, le Niger, qui est producteur de pétrole depuis 2011 plutôt, et exportateur de brut depuis 2024, reste confronté à des pénuries récurrentes de carburant. Une situation liée notamment aux capacités limitées de son unique raffinerie et à la baisse des approvisionnements informels en provenance notamment du Nigeria. Myriam Ilkiyo pour le commentaire. Le Niger va se doter d'une nouvelle raffinerie de pétrole de 100 000 barils par jour. Le gouvernement nigérien a signé samedi 15 août un accord avec le groupe canadien Zimar pour construire une unité et un complexe pétrochimique pour un investissement total estimé à 1,9 milliard de dollars. La durée totale de l'accord a été fixée à 16 ans, dont 3 ans pour la construction et 13 ans pour l'exploitation, a déclaré le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakari Yahou Sangaré, indiquant que le projet sera implanté à Dosso, une ville située dans le sud-ouest du pays. Le groupe canadien spécialisé dans l'ingénierie, la planification des investissements et l'exécution de projets d'industriels dans les secteurs des hydrocarbures dispose de 4 mois pour mobiliser les financements et finaliser l'ingénierie détaillée, tandis que le bouclage financier devrait intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'accord, selon M. Sangaré. Le journal, mais avant complètement de quitter, suivez d'abord cette revue de presse dans Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui s'intéresse à l'arrivée progressive du Direct to Cell, une technologie portée par Airtel et Starlink sous l'encadrement de l'RPTC. Elle pourrait, écrit les tri hebdomadaires, contribuer à réduire le zone blanche et l'isolement numérique d'une partie du territoire. Mais Géopolis Hebdo prévient, le véritable test sera celui du terrain. Avec cette technologie, une partie de la réponse pourrait désormais venir du ciel. Des télécoms passent à la politique pour ouvrir le chapitre du dialogue. À Libreville, le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il s'adressera prochainement à la nation pour préciser les contours et les modalités du dialogue national inclusif. Forum des As retient surtout cette déclaration du chef de l'État. Ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connu ce pays. Une annonce qui intervient après l'expiration de l'ultimatum fixé par l'opposition au 15 août. Sur cette même question, Exclusivité RDC rapporte le plaidoyer de Martin Fayulu en faveur d'un dialogue politique véritablement inclusif. En campagne en Europe, l'opposant estime que Joseph Kabila et Corneille Nangaa doivent eux aussi prendre part aux discussions. Pour Fayulu, le dialogue doit permettre de se dire des vérités avant de parler de justice, de réconciliation et de cohésion nationale. Une approche qu'il veut au-delà du clivage. Cette position de Martin Fayulu intervient alors que les relations entre les composantes de l'opposition semblent de plus en plus fragiles. Le Phare revient ainsi sur la marche manquée du 15 août et estime qu'elle a fragilisé les alliés de Fayulu au sein de la C64, le jour, tout en évitant de nouvelles controverses. Sur un tout autre registre, mais avec un enjeu tout aussi majeur pour le pays, Africa News revient sur la situation sanitaire. Face à la 17e épidémie d'Ebola, l'ONU renforce son appui à l'RDC avec une nouvelle enveloppe de 30,5 millions de dollars, portant à plus de 54 millions le fonds mobilisés pour la riposte régionale. L'organisation appelle à une mobilisation rapide, coordonnée et à grande échelle, alors que l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie et que l'insécurité complique la riposte. Enfin, Info 27 nous ramène sur le terrain diplomatique. À Libreville, Félix Tshisekedi et Brice Clotaire Olingi Nguema ont donné un nouvel élan au partenariat RDC-Gabon avec la signature de 3 accords destinés notamment à renforcer les dialogues politiques, faciliter la mobilité des citoyens et livrer. Merci pour le journal. Voici le rappel du titre.
Dialogue national en RDC, Félix Tshisekedi qui promet un processus différent de précédent. Majorité opposition affiche les attentes différentes autour du dialogue inclusif annoncé par le chef de l'État. Vous avez suivi dans ce journal. Et 16 ans depuis, dans la capitale congolaise Ndanou, le quartier qui se prépare à affronter les inondations entre inquiétude des habitants et travaux de la digue. Vous étiez plongé au cœur de cette préparation dans ces quartiers de la capitale congolaise. Et à l'étranger, nous sommes allés notamment au Niger où du pétrole, mais toujours des pénuries de carburant. Malgré sa production et ses exportations de brut, le pays peine encore à garantir un approvisionnement régulier en carburant. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos produits.